Bienvenue dans le podcast Wolters Kluwer, le podcast qui aide les professionnels du droit et des ressources humaines à mieux faire face à leurs nombreux challenges. Dans ce 5e épisode, consacré à la performance et à la rentabilité, nous recevons Gérard Haas, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies et fondateur du cabinet Haas Avocat, avec qui nous examinerons comment évoluent les besoins des clients et comment y répondre efficacement. Bonjour Gérard Haas, merci d'être avec nous aujourd'hui et de répondre à nos questions qui vont très certainement nous aider à mieux comprendre les enjeux actuels de nombreux cabinets d'avocats, notamment face à l'évolution des besoins de leurs clients. Et pour débuter, en voici une première, très simple. Pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter et résumer votre activité et celle de votre cabinet ? Bonjour, je suis Gérard Haas, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies, fondateur du cabinet Haas Avocat. Haas Avocat est un cabinet qui est spécialisé dans le droit du numérique, dans la transformation numérique, et donc il accompagne ses clients pour ces transformations. En fait, nous faisons du droit des affaires numériques, donc c'est à la fois l'e-commerce, les places de marché, le règlement général à la protection des données, les cyberrisques, la cybercriminalité, et tous les contentieux qui sont liés autour de ça. Très vite, nous avons bifurqué dans le conseil, dans le cadre de notre activité. Quand avez-vous fondé le cabinet et pour répondre à quel type de besoin ? Alors, mon cabinet a été fondé l'année où Google est né, c'est-à-dire en 1997. Ça fait maintenant 23 ans. J'avais fait, à la suite de mon doctorat sur la réservation de l'œuvre multimédia, et je me suis formé. Si vous voulez, j'étais un des artisans de la construction du droit du numérique, et donc e-commerce, e-marketing, tous les enjeux qu'il y avait derrière ça sur le droit des plateformes, et tout ce qui est protection des données personnelles ou pas. Merci beaucoup. Dans un premier temps, nous aimerions savoir si la crise du Covid-19 a transformé votre façon de travailler et celle des avocats et collaborateurs de votre cabinet. Et si oui, de quelle façon ? Vous savez, cette crise, pour nous, ça a été un accélérateur numérique. Le cabinet Haas Avocat a des collaborateurs qui vivent en dehors de Paris, sur Nantes, sur Bordeaux, sur Toulouse, sur Rennes, sur Reims, sur Montpellier. Donc nous avions déjà mis en place un système de télétravail. Eh bien, cela a été généralisé pour l'ensemble de nos collaborateurs. Ça nous a permis d'abord de voir que le lien de confiance et le lien de loyauté que nous avions avec nos collaborateurs était fort, puisque ça a très très bien fonctionné. Ça nous a permis aussi de travailler en télétravail, mais aussi en visioconférence, de mettre en place des rendez-vous virtuels, de développer en fait les webinars, de trouver en fait de nouvelles solutions de communication les uns avec les autres. Donc finalement, cette crise a été pour nous un accélérateur. Après la crise, il y a eu la reprise. Et c'était une question qui était complexe de savoir si on restait en télétravail ou est-ce qu'on allait vers le présentiel. Le cabinet Haas va aujourd'hui être un cabinet hybride, c'est-à-dire qu'il sera en télétravail et en présentiel, que de toute façon ça devient pour nous maintenant une méthode de travail, que on s'est rendu compte que nos collaborateurs, c'était pas un problème qu'ils soient présents en cabinet ou pas, ce qu'il fallait c'est plutôt travailler la proximité numérique vis-à-vis de nos clients. Ça nous facilite aussi pas mal d'audits, pas mal d'outils de compliance qu'on peut développer. Et donc finalement, aujourd'hui on est dans la 3e, 4e, 5e vague, c'est-à-dire qu'on est dans un cabinet qui va se développer autrement, qui va rester dans les lieux où il se trouve, dans ses locaux, mais qui va se démultiplier grâce aux nouvelles technologies. Ce sont donc pour vous des changements plutôt en profondeur, plus que temporaires. C'est vrai que c'est des grandes modifications, mais ça a été pour nous surtout une question de voir comment on pouvait améliorer l'utilisation de tous les outils informatiques que l'on mettait à disposition de nos collaborateurs. Le vrai problème que l'on a eu n'est pas tellement des outils, mais c'était le problème, lorsque l'on est à distance, d'une fracture numérique qui existe et qui fait que sur la France, il n'y a pas les mêmes capacités de connexion, de réseau. Il y a vraiment une fracture numérique que nous avons vécue, puisqu'il y a des problèmes de 3G, 2G, 4G. Et si on veut pouvoir télétravailler efficacement, il faut avoir aussi des bonnes connexions. Et donc les villes qui voudront attirer les télétravailleurs devront leur offrir des infrastructures qui sont importantes. Donc c'est pour ça que le débat aujourd'hui de la 5G, c'est pas sérieux quand on voit qu'on veut aller vers le télétravail. Nous souhaitons maintenant avoir votre vision sur la résilience des cabinets d'avocats. Comment pensez-vous qu'ils vont pouvoir rebondir dans l'année à venir et ensuite à plus long terme ?
Ça, c'est une question qui est très intéressante parce que d'abord, les cabinets qui n'étaient pas numérisés, c'est la fin pour eux. On s'est rendu compte que pour pouvoir surmonter une crise, et nous aurons régulièrement des crises, elles sont cycliques, donc on aura des micro-crises telles que le Covid, ou des macro-crises, elles seront climatiques, avec des grands bouleversements, etc. Donc ceux qui ne sont pas digitalisés, ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir se connecter à distance et travailler à distance, prendre des rendez-vous à distance avec leurs clients, etc., vont énormément souffrir, voire disparaître. Ça, c'est le premier point. Par exemple, nous, au sein du cabinet, nous avons depuis 5 ans développé une application qui s'appelle Juris'appel et qui permet d'en prendre des rendez-vous avec nos clients immédiatement. Donc on est tout à fait équipé. Deuxième point, il y a aussi le côté judiciaire, parce que on a constaté que les tribunaux n'ont pas répondu. Ils se sont fermés, il n'y avait plus d'audience. Donc ceux qui font que du tout judiciaire, dans des périodes de pandémie, en phase de micro-crise ou de macro-crise, ça pose un vrai problème, parce que là, ils ne peuvent plus travailler. Donc il faut aller aussi vers le conseil. Donc le vrai changement, il est que les cabinets d'avocats doivent aller vers le conseil. Et puis également, les avocats, on doit développer ce qu'on appelle les conventions participatives, les moyens de régler les litiges par d'autres moyens pour pouvoir continuer à travailler lorsque les juges ne sont plus là. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette résistance qu'a opérée la profession. Moi, je suis un peu particulier parce que la crise a été plutôt pour nous, on a été en croissance. Le télétravail a nécessité des enjeux de sécurité et donc ces enjeux de sécurité, c'est aussi beaucoup d'attaques informatiques, de cyber-risques. Donc on a eu vraiment beaucoup de travail à faire avec les directions juridiques. Donc on a été vraiment dans la gestion de crise. Toutes les entreprises aussi ont dû mettre en place des outils de contrôle, de surveillance, mais d'utilisation et d'exploitation de leurs ressources informatiques. Il n'y avait pas des chartes. Donc on a dû intervenir là-dessus. Donc si vous voulez, nous on a été dans un phénomène d'accroissement d'activité. On a eu beaucoup de demandes. Il y a des cabinets qui ont souffert parce qu'ils étaient très judiciaires, mais il y a eu d'autres cabinets qui étaient dans des domaines tels que le droit social, la compliance, le droit du numérique, eux ont eu un surcroît d'activité. La question qu'on s'est posée, c'est de dire, il y a des grands besoins de droit, est-ce que en face, on va avoir des gens qui seront prêts à payer ces besoins de droit? Donc ça, c'était aussi une autre question, un autre enjeu. Parce que le problème du conseil, c'est que on est dans un pays en France où on a du mal à mesurer son efficacité, sa rentabilité et à en payer le juste prix. Donc ça, c'est aussi un autre enjeu sur lequel on a dû travailler. La reprise, en fait, concerne les structures qui avaient une activité uniquement judiciaire. Si vous voulez, la crise judiciaire, elle a été terrible. D'abord, avant, il y avait eu tout le phénomène des gilets jaunes qui ont freiné un peu l'activité. Ensuite, il y a eu le problème des questions de retraite où beaucoup ont manifesté. Il y a eu des temps qui ont été perdus devant les juridictions. Et ensuite, les juridictions ont fermé. On ne pouvait plus voir les clients, ils ne pouvaient plus venir. Enfin, il y avait de vrais enjeux derrière ça. Le besoin de droit est présent. Il n'y a pas eu une question de reprise parce qu'on a toujours continué à fonctionner. On fait partie quand même des activités essentielles. Vous avez vu que pendant le Covid, il y a eu des questions qui ont même été débattues et puis des décisions qui ont été prises. Par exemple, Amazon a été contraint de fermer parce que des syndicats ont trouvé que les mesures de sécurité et de santé n'étaient pas respectées. Le droit était présent, les avocats ont été présents. Merci pour cette vision, plutôt positive. Venons-en maintenant à un sujet clé pour l'évolution des cabinets, la relation client. La relation entre un avocat et ses clients a sensiblement évolué ces dernières années, sous l'impact notamment de la digitalisation, de certaines pratiques, ou même plus récemment de la crise du Covid-19. Dans quel sens voyez-vous concrètement les besoins de vos clients évoluer, aujourd'hui et ensuite à plus long terme ? Alors, vous savez que la question de la fidélisation, c'est une question qui est essentielle pour les cabinets d'avocats. Derrière ça, on a aussi la loi de Pareto qui dit qu'avec 20% de nos clients, on arrive à faire 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est un véritable enjeu. La fidélisation, quand on essaie de comprendre, c'est un atout dans une période de pression conjoncturelle telle que la crise Covid. Et donc, la fidélisation client, c'est les 3 C, c'est conserver, conquérir et créer une confiance. Ça a été un vrai enjeu pour nous, mais il était dans notre ADN. Nous faisons du service sur mesure. Nous travaillons sur de la valeur ajoutée et nous travaillons sur la proximité numérique. Par conséquent, en ce qui concerne le cabinet As Avocat, la fidélisation, c'est en fait ce qui a fait notre renommée. Nous sommes un cabinet qui est dans une niche, qui est le numérique, et c'est parce que nos clients sont fidèles que nous avons pu, avec eux, nous développer. Alors, ce qui était important là-dessus, c'est de dire que, avec la crise, on a dû travailler la notion de conserver et la notion aussi de conquérir. Grâce aux outils informatiques, il faut le dire, on peut aujourd'hui gérer une relation durable et personnelle avec ses clients et répondre à leurs besoins. Là-dessus, il y a des critères tels que l'agilité, donc c'est une présence. Et donc, pour pouvoir être présent avec eux, c'est avoir des outils qui permettent d'échanger avec eux.
On a des services, nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, on répond à tous leurs besoins quand il y en a. Mais ça, c'est parce qu'aussi, on travaille avec eux sur les gestions de crise. Donc la fidélisation est essentielle, mais pas suffisante. Il faut aussi développer ses clients. Ça, c'est aussi un enjeu qui est important, d'où la communication. Donc le site internet, les webinars, les podcasts, les vidéos, tout ça sont des outils qui nous ont permis aussi d'être présents et de pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Parce que finalement, quand on nous cherchait dans l'e-santé, on est le seul cabinet qui, quand on tape sur internet, qui apparaît sur l'e-santé. En matière de cyber-risque, on a toute une écriture visuelle qui permet aussi de pouvoir nous identifier. Donc oui, on est présent. La digitalisation est donc le nouveau besoin essentiel de vos clients. Le problème de la digitalisation, c'est que beaucoup veulent se digitaliser, mais ça implique, comme quand on écrit, un travail. C'est pas le tout de dire on est digitalisé. Il faut savoir s'adosser aux outils, et derrière ça, il faut aussi des personnes qui puissent y répondre. Là, regardez aujourd'hui, vous faites un podcast. Dans le cadre de ce podcast, il y a toute une équipe, il y a tout un travail aussi derrière ça. C'est une écriture et c'est un travail. Par exemple, au sein du cabinet AS, nous avons un responsable marketing, un webmaster, et nous avons 2 personnes qui travaillent sur les contenus, l'infographie. Et nous avons développé au sein du cabinet un avocat qui est spécialiste en legal design, qui est pour nous un générateur de beaucoup de travail. Et tous les avocats, y compris nos stagiaires, on leur demande de faire du droit en image, du droit visuel. On travaille énormément cela. Et ce qui veut dire, et ce que je dis quand je fais des cours, puisque je suis intervenant à HEC exécutif, je dis à tous les directeurs juridiques, n'oubliez pas que vos collaborateurs sont des data juristes. Et c'est des data scientists juridiques, c'est-à-dire qu'ils savent analyser les contenus, ils savent les faire parler et ils trouvent des solutions derrière ça. La digitalisation, c'est un vrai outil, une vraie solution, mais il faut faire appel à une certaine expertise. Le problème, c'est que si le client veut pouvoir se connecter avec son avocat à un clic, ce clic-là, c'est énormément de travail et énormément d'expertise. Et là-dessus, le problème du clic pour l'avocat, c'était pas dans sa nature. L'avocat, il répondait plutôt aux claques que recevaient les clients dans des litiges. Et il doit transformer cette claque en clic et il doit lui donner des réponses qui doivent lui permettre demain d'être dans le think et dans l'insight. Donc c'est une nouvelle approche. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les jeunes avocats qui sont lancés sur le marché sont parfaitement formés, sont des générations qui sont là-dessus. Et véritablement, j'allais dire, si les anciens ont reçu un choc, la génération TikTok, elle est prête à relever le flambeau. Et pour finir, pourriez-vous nous dire comment vous voyez l'évolution de la profession ? La prospective, ça fait partie, si vous voulez, de l'ADN du cabinet AS. Donc, on a mis en place des systèmes de veille. Et donc, notamment, les outils Lamiline nous aident énormément dans ces veilles. Mais si vous voulez, les 5 grandes tendances que je vois et qui me permettent de préparer le futur de AS Avocat aussi, c'est de dire qu'il faut toujours privilégier l'innovation technologique. On ne peut pas l'ignorer. L'ignorer, c'est disparaître. Donc ça, il faut faire avec et vraiment connaître les technologies et voir celles qui sont les plus adaptées aux solutions de nos métiers respectifs. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, dans le domaine de l'immobilier, on travaille énormément sur des questions, alors que c'est pas notre cœur de métier, mais on travaille énormément sur les jumeaux numériques, sur les contrats BIM, etc. Et on a beaucoup de questions là-dessus. Deuxième point, si vous voulez, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a une concurrence qui est mise en place très importante sur les cabinets intermédiaires. Et cette concurrence va s'intensifier. Donc, il va falloir voir quelles sont les réponses qu'on va pouvoir apporter. Le troisième point, c'est que à tout moment, ça fait partie, si vous voulez, de l'avocat qui sans arrêt se remet à jour dans ses connaissances, mais il doit aussi se remettre au niveau de ses pratiques. Là aussi, ça fait partie des enjeux du management, puisque le management aujourd'hui n'est pas de haut en bas, il est aussi horizontal et j'allais dire aussi il est circulaire. Donc il faut voir un petit peu comment s'adapter à travers tout ça. Parce que le big data, l'intelligence artificielle, tous les outils d'étalonnement de performance, etc., remettent en cause le statut du collaborateur et de l'associé. Et donc, ce qu'il faut pour les cabinets d'avocats, c'est la recherche et donner envie au talent. Donc ça, c'est un point important. C'est le talent qui est aujourd'hui le point le plus important dans la recherche du développement des cabinets d'avocats. Et enfin, je pense que aujourd'hui, c'est pas tellement la taille qui est importante. C'est plutôt la différence que l'on peut apporter dans la réponse aux besoins des clients. Ça, c'est la troisième grande tendance. Alors après, on a une concurrence énorme
sur la notion de service juridique qui peut être apporté. Et les Legal Tech apportent des solutions. Ce sont des structures qui viennent chercher et piller quelque part le marché du droit qui n'a pas su s'adapter. On a un vrai problème juridique, c'est que le besoin du droit est grand et il y a des réponses que l'on ne sait pas apporter aux justiciables. Donc les services juridiques à bas prix pour des besoins qui sont de petits besoins, ça sera une réponse qui sera apportée. Et puis à nous, les cabinets, j'allais dire, qui cherchons à apporter des réponses sur mesure à nos clients, montrer bien nos différences. La bonne nouvelle, c'est que nos clients en redemandent. Ils sont très exigeants, ils en redemandent. Il y a une question aussi qu'il faudra se poser, c'est la notation des professionnels du droit. Les clients le veulent, les professionnels s'y opposent. Et le problème, c'est que les critères qui sont mis en place ne sont pas les bons et on ne mesure pas les mêmes choses. Et enfin, le fond libéral, c'est les clients. Et que, en fait, ce lien avec ce client doit être à tout prix préservé, amplifié, conservé. Et j'allais dire aussi, on doit aussi le faire fertiliser. Et donc, c'est en cela que, grâce aux outils numériques, on a aujourd'hui des moyens d'être plus près de nos clients. Nous sommes invités aujourd'hui par l'éditeur juridique Wolters Kluwer, et nos auditeurs peuvent se demander quelle en est la raison. Pourriez-vous nous dire en quelques mots pourquoi vous avez accepté de nous livrer votre vision et quels sont vos liens avec Wolters Kluwer ? C'est très simple, sur le marché des éditeurs juridiques, il y a 3 grands acteurs. Et Wolters Kluwer fait partie de ces 3 acteurs. Et ensuite, quand on est un professionnel du droit, on doit avoir accès aux 3 librairies qui sont proposées par ces 3 éditeurs. Parce que chacun d'abord est spécialiste sur une branche du droit. Et puis au-delà de ça, il y a plusieurs visions qu'il faut avoir. Un juriste, il doit avoir une vision à 360 degrés. Et quand il réfléchit sur de la doctrine, il doit voir tout ce qui est fait là-dessus. Donc ces éditeurs proposent des solutions. Et puis, un autre fait, c'est que je suis un DJCE, et à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, quand on rentrait au DJCE, le premier jour, dans notre séminaire d'introduction, on nous remettait les LAMI. Alors à l'époque, c'était des gros volumes. On avait les fameux LAMI, droit des sociétés, droit social et droit de l'informatique. Donc oui, ça fait partie de l'ADN du cabinet. Et puis nous utilisons effectivement le LAMI, alors pour notre branche à nous, qui est le droit immatériel, qui est de belles factures, qui est un outil qui est très performant et qui nous donne entièrement satisfaction. Enfin, le cabinet AS travaille avec l'AMI Formation et les éco-formations, et notamment nous avons toute une offre qui a été mise en place, même innovante, en matière de DPO, pour les délégués à la protection des données. Donc on travaille avec toute cette équipe, et donc on a de vraies relations aussi, puisque l'éditeur fait appel à des experts, et à ce titre-là, nous intervenons à ses côtés. Merci beaucoup Gérard Ras pour la qualité de cet échange. C'est maintenant la fin de ce podcast. Nous espérons que nos auditeurs auront bien compris l'enjeu clé qu'est de plus en plus la relation client pour les cabinets d'avocats et le rôle que peut jouer la digitalisation des approches et des outils dans la fidélisation de leurs clients. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre attention et retrouvez-nous bientôt dans notre prochain podcast.